Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux et si nombreuses à 18 h à la place de la sieste et de l'apéro. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour un sujet aussi soporifique qu'une bière, à savoir la RSE dans les entreprises. Ce sujet n'est pas né au hasard puisqu'il intervient comme deuxième conférence dans le cadre du cycle de conférences universitaires, troisième cycle que l'association organise en lien avec les universités. Et cette année, au vu des préoccupations à la fois individuelles et nationales, on a décidé de partir sur l'écologie. Chaque organe accueillant une des conférences a adapté l'écologie selon ses ambitions et qu'est-ce qui l'a mené au sein des individus qui allaient donc participer l'écologie. Sous la houlette de Alan Lugy-Pirou, qui est tout à ma gauche, qui va donc modérer cette table ronde, vous allez comprendre pourquoi est-ce que la RSE, si jamais vous ne savez pas ce que c'est, pourquoi est-ce que c'est un enjeu aussi important. Je suis de loin la personne la moins légitime sur cette table ronde. Mais d'ici 2 semaines, vous pouvez le voir, à distance c'est plus compliqué, mais d'ici 2 semaines, il y a notre propre salon dédié à la littérature populaire qui abordera le 3e thème de ce cycle, qui est « Est-ce qu'on peut encore faire du divertissement sur l'écologie ?» Et il y aura une 4e conférence qui se passera à l'UCO le mardi 29, dédiée à l'Anthropocène et à la question de la moralité sur l'Anthropocène. Si vous ne savez pas ce qu'est l'Anthropocène, je vous conseille d'aller voir cette table ronde. Alan ? Merci beaucoup pour l'introduction. Donc juste l'actualité à rattraper à nos intervenants, puisque Antoine Trouche a été remplacé par Pierre-Marie que vous avez là-bas. Donc Antoine est retenu par rapport à l'incendie qui a actuellement sur Paris, un feu dans un centre de déchets au nord de Paris, ce qui fait que, bien entendu, il a préféré traiter ce sujet-là et la relation presse autour de ce sujet-là que de se déplacer à Angers. Voilà. Donc pour la table ronde, du coup, nous avons ce soir, je vais commencer par toi Mathilde, je vais te laisser te présenter. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je m'appelle Mathilde Milo, donc en parallèle de mon poste de formatrice au sein d'IPAC Bachelor Factory, je suis facilitatrice pour les entreprises justement dans le domaine de la RSE. Elio. Bonjour à toutes et à tous, je suis Elio Possos, je suis l'auteur d'Énervide, un roman de science-fiction climatique qui est paru il y a 2 mois. Et j'ai d'autres activités, notamment je fais partie de coopératives alimentaires, peut-être que je reparlerai plus tard. Avec grand plaisir. Et du coup, Pierre-Marie, pas pour le côté imaginaire. Oui, pour votre côté, et du coup ça fait lien avec Antoine. En fait, ce que nous vous avons dit à Alan, c'est que Antoine qui devait participer travaille à Critères Paris, c'est ça ? Ouais. Et donc il est chargé, son boulot de tous les jours, c'est d'évaluer la toxicité de l'air parisien pour les Parisiens. C'est globalement la RSE mise en pratique. Vraiment, on est à ça. Donc quand il y a un incendie dans un centre de tri qui augmente la pollution de l'air parisien, lui, sa priorité, c'est pas de venir parler théorie, mais de le mettre en pratique. Et la raison pour laquelle c'est moi qui interviens et pourquoi Antoine vient ici, c'est que moi je travaille à l'ADEME. Donc c'est l'agence de la transition écologique au sein de l'État français. C'est un opérateur d'État. L'État, la France, donne un budget à l'ADEME qui participe à la transition écologique des entreprises. Merci bien. C'est pas juste parce qu'il y avait une place, il avait des choses intéressantes à nous dire. Puisque vous êtes là, on aimerait savoir ce que vous attendez un peu de cette table ronde et qui connaît le terme RSE. Ok, c'est juste pour me faire plaisir ou pas? Non, pour de vrai, ok. Et qu'est-ce que vous attendez un peu des échanges qu'on va avoir? On est des fous, on fait les questions du public au début. On veut mettre personne mal à l'aise, donc si vous ne voulez pas trop prendre la parole, pas de souci. On n'a pas l'info, mais j'imagine qu'il y a plein de points qu'on n'a pas vus. Voilà, on attend de découvrir en profondeur ce qu'est la RSE en fait, et les enjeux et tout ce qu'il y a derrière. Ok, merci beaucoup pour la prise de parole. C'est jamais simple d'être le premier. Il y a madame là-bas. Mesdames, excusez-moi. S'il vous plaît. C'est pour ceux qui nous écoutent de loin et... J'interviens à l'ESPEL en tant qu'enseignante en Montpellier et j'ai monté cette année un module sur la RSE justement avec les étudiants. Donc je trouve
trouvais très intéressant les étudiants, quand on dit RSE, c'est démarche environnementale. Et je leur disais, mais c'est pas que ça. Et voilà, donc je trouvais intéressant. Malheureusement, ils n'ont pas pu m'accompagner ce soir, mais je suis un peu le porte-parole. Voilà, je ferai leur porte-parole. Je trouvais ça intéressant de voir comment vous alliez traiter la RSE. Alors, est-ce que vous sortiez des sentiers battus justement de l'environnement, de quelle manière, ou voilà, ou alors vous restez vraiment axé sur l'environnement. Voilà ma précision. Alors, bonsoir, moi je suis donc formatrice auprès de PTS GTLA, donc gestion des transports et logistique associés. Donc dans le cadre de ce référentiel, il y a tout un volet RSE. J'avoue que mes étudiants, donc futurs exploitants transport ou dans le cadre de la logistique, font un raccourci direct avec critères, comme vous l'avez énoncé, avec les émissions de gaz et les émissions de CO2, etc., etc. Et eux, effectivement, ne voient que ce volet-là, en fait, de la RSE. Moi, je ne suis pas trop à l'aise avec le sujet, mais j'aimerais bien élargir, j'ai besoin d'élargir aussi, en fait, leur vision de ce qu'est la RSE. J'ai eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, de visiter une entreprise de transport routier, justement, où on a découvert, donc avec la classe, plein de petits, je ne sais pas si on peut appeler ça des gestes en fait, mais des petits trucs en fait, tout simples à mettre en place et qui rentraient vraiment dans le cadre de la démarche RSE. Donc l'objectif pour moi d'être ici, c'est déjà de pouvoir ouvrir mon discours, on va dire, auprès de mes étudiants, puisque je ne suis pas à l'aise, je sais pas, voilà, pour moi c'est aussi un peu... je ne connais pas en fait tous les axes en fait, avant la RSE. Et puis, les composants. Voilà. Merci beaucoup. Alors, pour vous répondre, c'est une vraie question qu'on s'est posée en préparation, parce qu'en fait, effectivement, il y a 3 piliers majeurs, je peux dire comme ça, autour de la RSE. La thématique étant l'écologie, on aurait pu décider de rester sur le spectre écologique, mais nous sommes de grands fous. Et nous avons élargi légèrement le spectre, même si on a fait le choix de ne pas traiter les 3, parce que le pilier corruption financière est un peu plus relou. Voilà, il est un peu moins fun, et je pense qu'il vous intéressera un tout petit peu moins, mais il existe aussi. Donc pour commencer, je voulais, Mathilde, qu'on parle un peu des fameuses ODD, qui sont d'une certaine façon, est-ce que ça marche un petit peu? Hop, ça marche plus. Les ODD, donc, qui sont les objectifs de développement durable, voilà, c'est quoi? Alors, ils sont au nombre de 17. Vous les aviez affichés haut sur l'écran. Donc, ces 17 objectifs ont été fruits de différentes conventions internationales. Et donc, l'ONU les a validés. Et maintenant, ils servent de piliers pour, arriver à ce que le monde fonctionne de la façon un petit peu plus correcte, tourne un petit peu plus rond. Donc, ça va depuis un objectif lié à la fin dans le monde, au respect de la vie aquatique, en allant également sur des éléments tels que la croissance économique pour les entreprises, qui peut parfois, par rapport à certains sujets, notamment liés à l'environnement, poser question. Mais ce sont des grands principes sur lesquels maintenant on s'appuie en entreprise pour essayer d'avoir ce qu'on appelle de la durabilité, c'est-à-dire d'avoir le fonctionnement qui va permettre de durer le plus longtemps possible sur la planète en ayant justement le respect de ses limites également. Si je dis pas de bêtises, ça vient de Rio 2015, avec un objectif à 15 ans, avec des objectifs chiffrés. 2030, c'est demain, donc c'est loin. Et du coup, j'avais envie de te demander, Elio, puisqu'on a pris un auteur de science-fiction, c'est aussi pour parler un peu de prospective, ça te dit quoi ça, et ça fait quoi derrière? Oula, moi je suis assez pessimiste sur la question pour le coup. Déjà, je suis vraiment intimement persuadé que le développement économique tel qu'il est conçu actuellement est en contradiction parfaite avec la plupart des objectifs de Rio, comme par exemple enrayer la perte de biodiversité, lutter contre le dérèglement climatique, assurer une nourriture saine pour l'intégralité de la population humaine.
Voilà, donc je pense qu'en 2030, les objectifs ne seront pas atteints, de toute évidence. Il faut juste espérer qu'ils finissent par être atteints quand même à moyen terme, mais ça impliquera de très très gros changements politiques, donc économiques, ou inversement. Et d'un point de vue scientifique et factuel, est-ce que les chiffres sont mesurés et sont bons? Alors ces objectifs à horizon 2030, c'est déjà de limiter en fait le réchauffement climatique aux alentours de 1,5 degré. Malheureusement, là actuellement, les chiffres ne vont pas dans ce sens. On est toujours vers une croissance des émissions, on a une réduction, mais on a toujours une croissance des émissions de gaz à effet de serre qui sont notamment à l'origine du dérèglement climatique. Mais on parle notamment du dérèglement climatique, on parle de cet élément souvent quand on parle d'environnement. Ça va beaucoup plus loin, on va également avoir des éléments par rapport à la biodiversité, à la gestion de l'eau, et aussi malheureusement déjà des zones du monde où, sans vouloir être anxiogène, il y a déjà en fait des températures qui font que la vie humaine se retrouve en difficulté, et pour lequel il va falloir, en tout cas il y a des choses à faire en termes d'adaptation pour pouvoir continuer à vivre sur une planète qui soit vivable. Oui, moi j'ai pas grand chose à rajouter dessus. En fait, dans le boulot que je vois, nous on ne s'intéresse qu'à l'écologie. On est en lien avec plusieurs opérateurs de l'État, mais nous, notre spectre, c'est l'écologie, donc la biodiversité, le végétal, la qualité d'air, etc. Tous les autres piliers qui sont de l'ordre du sociétal. Dans la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. On ne s'intéresse pas au vivre ensemble, alors que pourtant c'est foncièrement lié. C'est assez bizarre. Et nous, en tant qu'opérateurs, on ne s'intéresse que ça. L'écologie telle qu'elle est envisagée maintenant, d'un point de vue étatique, politique, et c'est un petit peu un miroir aux alouettes, parce qu'on parle de décarbonation, on parle de capture de carbone, de puits de carbone, et puis de compensation. Et en fait, quand on s'intéresse à la compensation, c'est si jamais j'émets tant de carbone, et ben ça veut dire qu'il faut que j'en économise autant, que j'en neutralise autant. Oui, mais le gros problème qu'il y a, c'est que dans tous les cas, on en émet. Alors que si jamais on voulait retourner sur un climat qui a permis l'émergence de la vie humaine et le développement de la vie humaine, il faut annuler les émissions et partir en décroissance. C'est un terme que vous entendrez beaucoup. Sauf que économiquement parlant, et là on le voit depuis quelques mois maintenant avec l'investiture de Trump, on n'est plus sur la décroissance, on est de nouveau sur la course à la création et puis à la performance. Il y a quelques semaines, l'INRAE, qui est un autre opérateur de l'État, l'Institut national de la recherche agroalimentaire et écologique, a sorti un manifeste pour dire maintenant, si on a envie de s'en sortir, ou en tout cas limiter la casse, il faut arrêter la performance et il faut partir sur la robustesse. L'exemple que je peux vous donner de base, c'est, je ne sais pas, je parle pour les plus anciens, je suis désolé, les cafetières italiennes, vous voyez, dont la boîte est passée en liquidation et a disparu. Elles étaient trop robustes, on ne pouvait pas les casser, donc il n'y avait plus de raison de racheter. Cette société-là, elle disparaît, parce que ce qui est durable n'est pas performant et ne permet pas une compétitivité économique. Et je vois que tu as amené, c'est ton petit côté amateur littéraire, le Kingston et Robinson, avant de passer sur la RSE. Est-ce que tu nous en dire deux mots de cet essai SF? Oui, je peux. Donc moi, mon travail de science-fiction, c'est un travail qui envisage un changement de société vraiment très radical, basé sur justement une décroissance radicale, donc qui passe par un changement de système, et notamment l'adoption d'un système en gros de démocratie libertaire, donc qui étend l'autogestion à de très très grands pans, au moins de la France, mais également du monde. Kingston et Robinson, je l'ai amené parce que c'est une autre proposition de futur, où c'est plutôt une position réformiste, où il essaie d'imaginer un futur dans lequel les sociétés de la planète, et donc il prend un gros focus sur la Suisse, l'Europe et les États-Unis, adopteraient des réformes, notamment via un système de crédit carbone. On pourra peut-être détailler ce que c'est. Mais bon, en gros, c'est un peu comme ça les compensations de si vous polluez, du coup, il faut payer. Et puis, il faut payer très cher. Le système de crédit carbone a déjà été envisagé, un peu testé à partir des années 90, je crois, en faisant payer la tonne de carbone émise. Le problème, c'est que le prix de la tonne de carbone émise, en fait, est ridiculement faible. Et en plus, ça a donné lieu à une machine à gaz avec du trafic de tonnes de carbone, enfin, bref, de la falsification.
James Sander Robinson, lui, il imagine du coup un système vraiment plus ample, plus ambitieux, et qui fonctionnerait, il imagine aussi de l'ingénierie climatique, en gros empêcher la fonte des glaciers en pompant de l'eau sous les glaciers pour empêcher le glissement des glaciers. Il imagine de la diffusion de particules dans le ciel pour diminuer l'absorption de la chaleur du soleil par l'atmosphère en très gros. Voilà. Bon, moi, je ne m'ai pas complètement convaincu, mais c'est quand même intéressant c'est quand même un travail assez fourni. Si ça vous intéresse de voir ce que ça peut donner, quoi, un futur imaginé de manière très ingénieure et vraiment très planifiée à l'échelle mondiale. Parce qu'il imagine que l'ONU, en gros, aurait une agence faite pour planifier la transition énergétique et climatique. Précision, un livre de chevet d'Obama. Une référence. Juste pour compléter, par rapport à notamment un axe légal au niveau européen, il y a un texte qui s'appelle le Pacte vert, qui a été promulgué, qui est en place pour arriver à la neutralité carbone à horizon 2050 en Europe. C'est un texte où les textes qui en ont découlé, notamment la CSRD ou divers autres, sont actuellement extrêmement discutés, notamment du fait des problèmes de compétitivité par rapport aux États-Unis. Et pour autant, cet objectif a été réaffirmé il y a quelques jours par Ursula von der Leyen comme étant un des objectifs de performance pour l'Europe à l'avenir et effectivement de maintien en fait, de la qualité de vie tout au long. Donc c'est des choses pour lesquelles il y a encore des choses qui se mettent en place. On a souvent tendance à penser que c'est trop lent. C'est énormément sur un axe environnemental, mais effectivement on a des éléments aussi sur des éléments sociaux, je pense notamment à l'égalité homme-femme, qui sont intéressants à travailler et qui font partie de ce qui va permettre, je dirais, un bien-être sur notre planète à terme, mais aussi dans nos entreprises au quotidien. Merci. Donc si on a inventé un peu ce décor international et un peu plus global, c'est pour revenir après dans un deuxième temps sur le monde de l'entreprise et concrètement comment on va décliner ces ODD au niveau de l'entreprise. Donc c'est le RSE qui le porte de façon globale. Tu as déjà abordé une des thématiques autour du social, qui est l'égalité homme-femme, notamment au niveau des salaires. Je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai partagée à mes camarades, parce que je suis responsable aussi d'une équipe personnellement, et dans l'informatique, donc sur lequel il y a des syndromes de l'imposteur, pour les femmes en tout cas. Et ça se véhicule comment? Ça se véhicule par exemple quand on fait passer un entretien, et c'est le cas, je l'ai fait avec une recruteuse, et j'ai voulu montrer ce biais. Et une collaboratrice, une future collaboratrice, qui aurait pu prétendre à un salaire de 60K, donc je suis à Paris, donc les salaires sont un peu différents, quand elle a proposé son salaire, elle a demandé 46. Et j'ai voulu montrer à quel point il y a un biais au niveau du recrutement. Je lui ai dit, ça ne va pas le faire. Tout de suite, elle est partie à 44. D'accord? Donc, ce qui est, évidemment, alors je vous rassure, elle a eu le salaire qu'elle méritait par rapport à ses compétences, etc. Mais c'est une réalité aussi d'entreprise. Et c'est un des enjeux, pour moi, de la RSE. Tu me rejoins dessus? Complètement. On sait maintenant... Il y a plusieurs études sur le sujet qui montrent que notamment lors de l'âge autour de la 30-35 ans, où les femmes ont des enfants, il y a un vrai frein sur la carrière, parce que les managers ont tendance à dire bah oui, mais la personne va être absente parce qu'il y a un congé maternité, potentiellement un congé parental derrière. Il y a eu des améliorations ces dernières années avec la mise en place du congé paternité, qui est maintenant aux alentours d'1 mois, avant c'était 3 jours, donc c'est quand même une belle avancée. Mais pour autant, on n'est toujours pas à des situations équitables qui permettent en fait aux hommes et aux femmes d'avoir le même temps, ou en tout cas d'avoir laissé à la nature aussi le temps à chacun et chacune d'avoir des projets, par exemple d'enfants, et de le vivre de façon correcte et de continuer à avoir une vie professionnelle. Heureusement, il y a des employeurs qui maintenant sont beaucoup plus attentifs à ce genre de sujet, mais il y a encore du chemin à faire dans la société et les chiffres le montrent. Vous avez notamment un reportage qui est en 2 parties, qui s'appelle « Les femmes riches ne sont pas nombreuses », qui a été diffusé il y a quelques temps sur Arte, que vous pourrez retrouver sur YouTube, et qui met en avant ce phénomène sociétal de frein en fait, sur la carrière des femmes. Je fais un rapide aparté pour enrichir ce que je dis. Il y a quoi, à fin du mois, donc il y a presque 6 mois maintenant, une étude était sortie aux États-Unis sur l'inversement du rapport de force salariale aux États-Unis, où en fait, jusqu'à présent, une femme se mariait avec un homme qui avait une meilleure posture pédagogique. Enfin, il avait un meilleur niveau de diplôme par rapport à elle. Et là, depuis 2024, c'est la première année où majoritairement les femmes se marient avec des hommes moins diplômés.
Et en fait, ça va dans le sens où il y a de plus en plus de femmes qui font des études longues pour avoir un meilleur diplôme, et les hommes s'arrêtent avant. Et le biais qu'il y a là-dedans, c'est que même si ce rapport diplôme est inversé, les hommes continuent à gagner plus que les femmes. Même avec diplôme inférieur, ils gagnent plus que les femmes, et ce qui explique cet état de fait, puisque les hommes ne s'arrêtent pas de travailler, mais engendrent des bénéfices, ce qui permet aux femmes de continuer leurs études le plus longtemps possible. Et on arrive au discours masculiniste qu'on a actuellement, où de toute façon la femme n'a pas besoin de ramener de l'argent à la maison. Quand elle fait un diplôme, quand elle fait des études longues, c'est uniquement pour le plaisir, pour la valorisation du conjoint. Donc on a quand même ça. Et ce qui est assez déroutant, parce qu'on arrive sur le second effet secondaire, qui dit diplôme moins fort, moins long, dit aussi moins de connaissances écologiques. On s'arrête sur des diplômes qui sont manuels, qui sont productifs immédiatement. Tout le temps qu'on va avoir sur des cursus longs, c'est engendrer de la connaissance qui n'est pas forcément en lien direct avec le métier que vous allez avoir plus tard. Donc, il y a aussi ce biais-là où la différence salariale impacte de manière très forte, où celui qui a le salaire le plus haut impose un petit peu sa vision des choses et peut être contre-productif malgré toutes les bonnes intentions qu'il pourrait y avoir derrière. Complètement, le reportage met notamment en avant ces éléments avec des études aux États-Unis, dans le nord de l'Europe et également en France et au Royaume-Uni pour justement malheureusement mettre en avant ce biais avec notamment la société en Allemagne où il est encore actuellement mal vu pour une femme de continuer à travailler en ayant des enfants, où il y a un système scolaire qui est principalement le matin et donc pour aller sur une journée de travail pleine, c'est extrêmement compliqué de trouver des solutions. Donc il y a encore du chemin à faire au niveau sociétal, il y a encore du chemin à faire également en France. Petit à petit, on y travaille. Il me semble que dans ce reportage, il est dit qu'à horizon d'une 40aine d'années, on arrivera peut-être à une égalité homme-femme. Donc on continue, je dirais, à batailler, mais on peut aussi se rappeler qu'il y a un temps pas si lointain, dans les années 50, une femme n'avait pas la possibilité d'avoir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari. Donc on a déjà avancé. Et en complément de ça, donc, nous avons toute la dimension évidemment sociale autour de l'égalité homme-femme, mais il n'y a pas que cette diversité qui est importante en entreprise. Concrètement, comment ça peut se faire, puisqu'on a vu que les entreprises étaient sanctionnées si elles n'avaient pas un nombre suffisant, un taux suffisant de travailleurs en situation de handicap. Malgré tout, il y en a beaucoup qui préfèrent payer. On est encore, sur le sujet de l'inclusion, avec des freins dans les entreprises. Il y a effectivement une obligation légale d'avoir autour de 6% de personnes en situation de handicap dans les entreprises. Souvent, le premier frein, c'est la méconnaissance et la peur du handicap. Un handicap, c'est extrêmement large, il en existe 8 types. Donc je vous laisserai, si vous voulez, aller chercher un petit peu plus loin sur Google, mais il y a certains handicaps qui sont invisibles. Et les entreprises ont régulièrement peur du coût, en fait, lié à l'adaptation des postes de travail. Pour autant, une personne qui va, et ça c'est des éléments qui sont prouvés, souffrir de troubles autistiques, a souvent un esprit mathématique et scientifique bien plus développé que quelqu'un, je dirais, de lambda, et va permettre, tout simplement avec un environnement adapté, de pouvoir performer dans l'entreprise ou dans la société. Donc ça c'est des choses, on peut avoir aussi des exemples dans la société qui nous montrent qu'on va dans le bon sens. Je pense notamment à différentes chaînes de distribution qui ont maintenant mis des horaires aménagés de façon à ce qu'il y ait moins de lumière ou moins de musique et que ce soit plus facile pour par exemple les personnes qui souffrent d'un trouble autistique d'aller tout simplement faire leurs courses. Il y a également des éléments, on peut penser à différentes lois, donc notamment depuis 2018 et précédemment la loi Elan, qui ont prévu l'adaptation des bâtiments pour permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir accéder plus facilement à ces handicaps. Alors on pense souvent à un handicap, celui qu'on voit, un handicap physique, un handicap moteur, les personnes qui vont souffrir de cécité. Malheureusement, le handicap, il est beaucoup plus large. Il y a également les handicaps, ne serait-ce que par rapport à l'ouïe, et les handicaps, les situations de mal-être, je dirais, mental, où il y a des freins actuellement en entreprise, mais petit à petit, on y travaille, et je pense qu'il y a aussi, de par chacun dans la société, une connaissance et un pas à faire pour franchir le mythe de la caverne, pour aller découvrir toutes sortes de personnes. Moi, j'ai eu personnellement ma maman qui souffrait de sclérose en plaques, qui avait énormément de mal à se déplacer. Et tout simplement de se dire que les places handicapées, qui sont souvent très belles, très larges, même pour une minute, c'est une difficulté énorme pour une personne en situation de handicap de trouver une solution pour se garer. Il y a encore des places qui sont au final pas
réglementaires, donc n'ont pas les dimensions adaptées, donc ils ne peuvent pas être utilisés. Donc c'est des petits gestes du quotidien où, petit à petit, en le faisant, en y songeant juste en disant ah oui, mais moi j'ai pas de handicap, et au final, marcher 100 mètres de plus, ça va me faire manger, bouger et permettre que je sois un petit peu plus en forme. Donc ça peut permettre d'aller mieux pour toute la société au global. Peut-être une petite précision, parce que on parle de l'entreprise, des déviances qu'il y a dans l'entreprise en termes de diversité, etc. Donc Marie et moi, on le voit bien aussi, toi aussi tu dois le voir, c'est pas propre au monde de l'entreprise, le monde littéraire est aussi dans la même dimension. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, les autrices de science-fiction, c'était quand même, il n'y en avait pas des masses, ça s'est bien développé depuis quelques années, mais il y a des biais dans tous les domaines aussi. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, heureusement qu'on a Elio avec nous, puisqu'il est le représentant 1 de la maison La Volte, 2 de la collection Utopia, qui est une maison d'édition spécialisée dans l'imaginaire lié aux utopies et progressif. Oui, c'est assez bizarre dit comme ça. Mais Utopia et La Volte ont pris le parti de donner la voix à ceux qui ont du mal à avoir une voix, justement, et ça rentre un petit peu dans le principe de la RSE, avec, tu parlais de personnes lambda, qu'on appelle des neurotypiques. Des personnes qui réfléchissent de manière assez basique, et les neuroatypiques, qui sont tout ce qui sort de la norme. On a les zèbres, on a les autistes, on a les surdoués, on a tout et tout. Donc je vous encourage, à lire ce qu'a fait Elio Pozo, qui est extraordinaire. Il est là, c'est normal que ça soit extraordinaire. Mais globalement, allez voir ce que fait la collection Utopia, parce que c'est vraiment l'effort de faire le pas de côté et se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Oui, plus spécifiquement, à Utopia, une de mes prédécesseurs, c'était l'ICAM. Elle a écrit un livre intitulé Résolution, et c'est vraiment une belle immersion dans ce que c'est qu'un point de vue. Un point de vue. Je crois que tu as éteint ton portable. Oui, voilà. Donc c'est une belle immersion dans un point de vue neuroatypique, dans une psyché un peu différente de la nôtre, et voilà, résolution de l'ICAM. À propos du statut des auteurs et surtout des autrices, j'en profite pour souligner qu'il y a une différence. Bon, déjà, nous sommes précaires, nous avons un statut qui est non inexistant, mais en plus, il y a pire que la science-fiction, il y a la littérature jeunesse, qui souffre d'un biais où les auteurs et les autrices jeunesse sont moins rémunérés que le reste de la profession. Et il semblerait que l'origine en soit que les histoires pour enfants, c'est pas très sérieux, et que c'était historiquement écrit par des femmes. Voilà. Et qu'on a gardé cette triste tradition. Merci beaucoup. On va passer au deuxième pan. Alors sur le plan social, il y a... Moi, c'est vraiment un sujet qui me passionne, mais on pourrait y passer des heures et des heures, tellement il y a de sujets à traiter. Sur le domaine écolo, maintenant, et sur le domaine un peu plus environnemental, est-ce qu'une entreprise qui respecte le pilier environnemental, ça suffit de mettre une ruche sur un toit? Alors, ça fait du soir. On va laisser passer. Malheureusement, mettre une ruche sur un toit, c'est bien, c'est un petit pas. L'adaptation, ça commence par plein de petits pas, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. On est tous amenés à réfléchir à nos fonctionnements en tant que citoyens et pas uniquement en tant que salariés. Donc il y a maintenant des obligations, notamment par rapport au bilan carbone, qui pèse sur les entreprises, notamment plus de 500 salariés. Et ce bilan carbone, il est un outil, il n'est pas quelque chose, pas un objectif, c'est quelque chose qui doit permettre en fait de mesurer dans la durée. Donc vous avez une récurrence pour les entreprises à réaliser un bilan carbone environ tous les 3 ans. Un bilan carbone seul, ça ne fait pas grand-chose. Par contre, le fait de mettre en place un plan de transition, de réfléchir à comment on va adapter par exemple les offres, les produits ou même la mobilité des salariés, c'est ça qui va permettre à un moment de faire un pas vers l'environnement et d'aller vers plus de durabilité, puisque c'est le terme qu'on emploie pour les entreprises. Et là, je vais m'adresser un peu à toi, Claire-Marie, parce que dans mon métier qui est autour de l'informatique, on évalue le bilan carbone par rapport au PC notamment et le coût carbone de chaque employé par rapport à ses équipements. Ouais, celui-là, il ne va pas avoir un bilan très lourd. C'était joli. Et notamment... Oui. C'est plus pour ceux qui... Ah, bon, c'est bon.
Donc, par rapport à ces éléments-là, au niveau de la mesure, soit les fournisseurs, si j'ai bien suivi la démarche, et tu vas me le confirmer ou pas d'ailleurs, parce que je te prends au pied du lit comme ça, soit le fournisseur, quelle que soit la marque, donne le coût carbone de son équipement, soit il n'est pas en mesure de le faire, et il y a des ABAC qui s'appliquent, des ABAC qui sont beaucoup plus sévères que la réalité de la consommation carbone, de façon d'une part à pousser les entreprises à se tourner vers des fournisseurs durables, même si on pourra en reparler quand on voit le bilan des bagnoles, pollution, tout ça, mais bon bref, c'est pas le sujet, ou en même temps aux fournisseurs de s'imposer, de donner cette mesure pour éviter qu'il y ait un surcoût carbone lié à ça. Alors, je vais répondre en faisant un énorme pack de cocktail parce que tu me fais penser à une pub que je trouve magique qui était pour Opel et son nouveau SUV électrique. Et là, on nous dit, Opel sort une voiture électrique, neutralité carbone, pas d'émissions de gaz, c'est la voiture écolo. Ouais, globalement. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'un SUV, c'est quand même 1 tonne sur la route, qu'il a fallu la construire, qu'il faut toujours la recharger. Électrique, elle fonctionne à l'électricité. Sa batterie, il faut la recharger. Globalement, effectivement, elle n'émet pas de gaz carbone, mais c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone, c'est tout ce que l'industrie et tout ce que son utilisation engendre comme coût carbone. On va appliquer donc ça à l'ensemble des entreprises avec l'obligation de la carbone, du bilan carbone. Je pense notamment au cabinet Mazars, qui a une antenne à Paris et puis à Nantes, à côté de nous, et qui est un cabinet globalement de comptables et qui accompagne les entreprises dans l'établissement de leur bilan carbone. L'ADEME a mis en place un programme qui s'appelle ACT, ACT, pas à pas, et qui est pour l'accompagnement du diagnostic carbone et de la stratégie de décarbonation. C'est-à-dire l'acquisition et l'utilisation de matériaux de moins en moins carbonés. Ça ne veut pas dire l'émission de gaz carbone, ça veut dire, par exemple, on a un ordinateur, on a des écrans, ça vaut peut-être le coup d'aller acheter quelque chose qui avait déjà été produit et utilisé par d'autres, qui est toujours opérationnel mais qui n'est pas neuf. Ça va être, par exemple, nous, à l'ADEME, on a la possibilité de faire du covoiturage et donc mettre en place un système à l'intérieur même de l'ADEME pour que les salariés puissent faire du covoiturage. Ok, il y a toujours une voiture qui roule, mais il vaut mieux une voiture que 3 pour 3 salariés, etc. Donc, pour les entreprises, on parlait d'entreprises de transport, ça se trouve, juste plutôt que de mettre un semi-remorque qui transporte une palette, ça vaut le coup d'acheter une camionnette qui transportera la même palette, mais l'adaptation du matériel par rapport à l'emploi. Donc tout ça, voilà, c'est l'ambition de la quantification de l'activité carbonique. C'est permettre d'abord, dans un premier temps, se rendre compte de ce qu'on coûte environnementalement parlant. Oui, je bafouille un petit peu. Quand il y a plus de 3 syllabes, c'est foutu pour Pierre-Marie. Je sors un petit peu du lit comme il vient de vous le dire. Donc voilà. D'abord, la première chose, c'est de se rendre compte. Et puis, le deuxième intérêt qui est purement économique, c'est que quand on se voit tout ce que nous coûte le carbone, les achats de nouveaux équipements, ce qu'on perd en matériaux parce que ce n'est pas utilisé de manière efficiente, l'utilisation de l'eau, l'utilisation de lavage, on reste encore une fois sur les camions, le décrassage, l'entretien, etc. Et en fait, c'est déjà le premier pas pour réduire son empreinte carbone, c'est regarder en fait, grâce à ce bilan-là, toutes les économies qu'on peut faire. Et donc, il y a de plus en plus de programmes, l'ADEME en propose un, acte pas à pas, mais il y a pas mal d'autres entreprises qui proposent ce genre d'accompagnement en se disant, ok, là vous allez dépenser, c'est con, c'est une charge, c'est maintenant, mais sur 5 ans, c'est rentable. J'ai un exemple d'une entreprise qui notamment fait du nettoyage de citernes alimentaires, donc qui a des antennes à Poitiers, Cholet et Angers. Et ce monsieur exprimait au Printemps des entreprises, dans une des autres écoles du quartier, qu'il a réalisé un bilan carbone à la demande d'un de ses clients il y a quelques années, donc un client qui pesait fort dans son chiffre d'affaires. Et il a du coup réalisé pour son site d'Angers un premier bilan carbone. Il s'est rendu compte qu'en juste formant ses équipes à des petits gestes, d'éviter en fait la répétition lors du nettoyage des camions, de pouvoir juste couper le robinet d'eau. Il a installé des panneaux photovoltaïques pour chauffer l'eau. En fait, il a réussi à faire des économies en termes de consommation de gaz pour chauffer l'eau, mais également en termes de consommation juste d'eau pour laver un seul camion. Et il mesurait cette diminution de la consommation d'eau à 150 litres d'eau par camion lavé.
il en lave 80 par jour sur le site d'Angers. Donc imaginez si toutes les entreprises prenaient un peu le spectre de leurs activités. Donc effectivement, l'ADEME, par différents programmes tels que ACT, propose ces accompagnements, aide les entreprises à se faire accompagner pour avoir des démarches plus responsables environnementalement parlant. On peut également avoir des produits qui soient plus adaptés, puisque un des problèmes, si je prends par exemple, excuse-moi, ton téléphone portable, c'est qu'on a tous un smartphone magnifique dans la poche. On va souvent, au bout de 2-3 ans, aller réfléchir à la nouvelle version qui va aller plus vite, qui va permettre d'avoir la 5G ou tout un tas de choses, ou un écran absolument magnifique. Sauf que ces petits gadgets, malheureusement, après, ils sont conçus en fait avec différents systèmes de collage qui font que leur recyclage est extrêmement difficile. Donc il y a actuellement 2 usines en Europe qui se lancent sur le recyclage des téléphones portables. Et malheureusement, malgré un travail scientifique important, il y a environ 60% seulement d'un téléphone portable qui peut être réutilisé une fois l'usage, une fois qu'il est passé au stade de déchet. Donc ça, c'est des choses aussi où dans nos consommations, on commence à avoir pas mal de théories, mais également des entreprises qui se lancent sur ce qu'on appelle de la low-tech, c'est-à-dire le juste usage, pas plus, pas moins, de ce qu'on a besoin pour être plus respectueux des ressources environnementales et également avoir des éléments, je dirais, un peu plus respectueux au niveau économique et sociaux, puisque on peut se poser la question, alors quand le mien il tombe en panne, je suis comme vous, mais on peut se poser la question de se dire, est-ce qu'on a véritablement besoin de la dernière version de l'iPhone? Est-ce qu'on a tous besoin de la dernière Tesla? Le sujet est sur la table. Et pour rejoindre ce que tu dis, il y a aussi, alors je suis plutôt dans la programmation informatique, il y a l'éco-conception aussi en informatique, qui est de limiter le code et de le nettoyer. Combien d'entre vous utilisent du WordPress? C'est le pire outil. J'utilise aussi WordPress, donc j'ai strictement pas honte. Parce qu'en fait, pour réussir à faire quelque chose qu'on appelle le low-code, no-code, qui est super à la mode dans l'informatique, c'est-à-dire que n'importe qui peut développer, pour faire ça, il faut que la mécanique, le code même de l'outil, donc WordPress, mais c'est aussi vrai pour d'autres, contienne toutes les possibilités de le faire. Sauf qu'on n'utilise pas 10% de notre WordPress, et donc on utilise il y a 90% du code qui ne sert à rien. Et vous allez me dire, il ne sert à rien, il occupe de l'espace disque, il occupe de la bande passante, il fait des interrogations de mise à jour, etc. C'est une vraie plaie. Et pour autant, je ne reviendrai pas sur WordPress, c'est bien le drame du sujet. L'autre élément, je pense que vous êtes quelques-uns à utiliser ce grand site marchand tellement humaniste qu'est Amazon. Pour une commande que vous faites, c'est entre 3 et 5 mails que vous recevez. Je ne vous parle même pas du fait de pouvoir suivre le pauvre gars qui livre, voilà, qui consomme, à mon avis, un bilan carbone multiplié par le nombre de personnes, qui est un truc de dingue, juste pour savoir si le gars va le livrer dans 5 minutes. Enfin, voilà, tous ces éléments-là sont dans les entreprises et dans les entreprises sur lesquelles on essaie de sensibiliser les développeurs à éviter de mettre ce genre de fonctionnalités que les gens vont utiliser parce qu'ils les ont, mais que s'ils ne les avaient pas, ils ne les utiliseraient pas et ça ne leur manquerait pas. Voilà, c'était quelques exemples. Tu voulais ajouter? Non, moi c'est une question que j'ai pour Elio. Vas-y, Qui est, j'ai un trou de mémoire, dans l'imaginaire, donc en général la science-fiction, ça peut être du fantastique, on n'a pas de littérature de décroissance, on n'a que de la littérature d'état de fait. Soit on envisage des sociétés qui sont respectueuses et sobres, économiquement, écologiquement parlant, soit on a des sociétés qui, le cyberpunk, le steampunk, qui utilisent à foison, mais est-ce qu'on a vraiment de la littérature? Est-ce que c'est envisageable? Parce qu'il ne faut pas se leurrer. La littérature n'est qu'un état de fait de ce qu'on connaît. Il n'y a pas de littérature qui sort de nulle part ex nihilo. Est-ce qu'on a de la littérature de décroissance en dehors des essais? J'entends. J'en ai une, Elio, si tu n'as pas. Moi, je pense que ce que j'ai fait, c'est de la littérature de décroissance, de fait. Et d'ailleurs, j'imagine une société qui, du coup, a fait une descente énergétique massive, est toujours en train de la faire et est passée massivement au low-tech, de manière à la fois subie et choisie. Et il y a j'ai quelques collègues et groupes qui ont fait à peu près la même chose. Je pourrais citer des titres. Une de mes inspirations, un des livres que j'ai lu qui s'inscrit un peu dans le même mouvement que moi, c'est Bâtir aussi, des ateliers de l'Antémonde, qui est un recueil de nouvelles qui a été fait à partir d'ateliers d'écriture à travers toute la France et qui imagine une société qui serait sortie en gros du capitalisme, serait passée à un système d'autogestion généralisé et qui vivrait en fait un peu dans les ruines du capitalisme. D'ailleurs, le Bâtir aussi, c'est
une référence, enfin c'est un extrait de citation d'un anarchiste qui a combattu pendant la guerre d'Espagne et qui dit dans les ruines du capitalisme, nous savons bâtir aussi. Alors, je pensais à Ecotopia, parce que la plupart des romans de décroissance en science-fiction sont plutôt des décroissances qu'on a subies dans la tronche. Une fois que le monde s'est effondré, on est obligé d'être décru, parce qu'on n'a plus en fait, on n'a plus rien. Donc voilà, j'avais un peu ressenti quand même qu'on s'était pris pas mal dans la tronche avant que les gens décident de décroître dans le tien. Ecotopia, c'était plus volontaire. Voilà. J'ai un exemple aussi, un livre qui s'appelle Un monde sans fin, de Jean-Marc Jancovici, qui est une BD, en fait, qu'il a réalisé avec un auteur, excusez-moi, dont je mange le nom. Christophe Blain. Merci. Tu peux le redire. Christophe Blain. B-L-A-I. Et donc, ce livre est une BD, donc il est à peu près épais comme ça, mais il se lit très bien, où il va justement aller vulgariser différents éléments scientifiques par rapport à la problématique du carbone. Donc, je vous le conseille également en parallèle de la science-fiction. Et du coup, j'ai envie de vous poser une question à tous les trois. Aujourd'hui, on voit que les entreprises sont engagées dans la RSE de façon volontaire ou de façon moins volontaire. Comment, en tant qu'employé ou futur employé, on peut être un acteur de cette mobilisation? On peut être un acteur, je dirais, de par notre choix d'aller travailler dans les sociétés. Il y a différents éléments. Maintenant, on a des labels, on a différents marqueurs qui permettent de faire la différence entre des entreprises qui vont avoir une démarche environnementale, qu'elle soit volontaire, donc par rapport aux valeurs souvent des dirigeants et de l'organe de gouvernance, ou par rapport malheureusement à de la contrainte, mais c'est déjà un premier pas pour pouvoir aller vers justement quelque chose qui soit plus respectueux, plus responsable. Donc je vous invite notamment à aller voir ces fameux labels qui sont EcoVadis, Bicorp, Lucie 26000, vous en avez plusieurs, ou tout simplement un indicateur obligatoire qui est l'index homme-femme, sur l'égalité homme-femme, que vous devez trouver sur les sites internet, c'est une obligation légale. Je vous invite à vérifier tout simplement où est-ce que se situe cette information sur les sites des entreprises. Si elle se trouve dans les références du site internet, je ne suis pas persuadée que ce soit quelque chose que les entreprises souhaitent mettre en avant. Donc ça vous donne déjà une petite indication sur le climat de l'entreprise. Déjà, le fait d'aller bosser dans le public, globalement, c'est qu'on est intéressé par la RSE, parce que même si ce ne sont pas les meilleurs, c'est pas là où c'est le pire. Donc déjà, c'est un bon indicateur. Moi, j'ai envie de parler de juste l'aspect des locaux, parce que c'est un excellent indicateur. Actuellement, en fait, la réglementation française et européenne impose des normes environnementales et de conception à tous les bâtiments. Un exemple typique, quand vous créez un bâtiment, il faut que 20% de sa toiture soit composée de panneaux photovoltaïques. Si jamais vous voyez que ça va au-delà de la réglementation, ne serait-ce que sur le bâtiment, c'est que l'entreprise elle est intéressée à la question, c'est qu'elle ne fait pas que suivre les règles. Et par contre, si jamais elle ne le suit pas, déjà vous savez tout de suite qu'elle n'en a rien à faire et que si elle ne respecte pas la réglementation pour l'écologie, globalement le sociétal ne va pas respecter non plus. Juste pour info, parce que vous êtes encore étudiant de ce que je vois, alors pas tous, okay, pas tous. J'ai visé personne. Néanmoins, il y a quelques années, il y a une vague de protestation d'un certain nombre d'étudiants de grandes écoles. Je pense notamment à Sciences Po, qui a fait rompre le partenariat avec Total. C'est pas rien. Aussi des étudiants en agronomie, si je dis pas de bêtises, qu'on dit non, on va aller élever des chèvres dans le Larzac. Alors je caricature, mais c'était pas loin d'être ça. Aujourd'hui, le monde du travail vous attend et il a besoin de vous. Donc vous avez aussi un certain nombre de leviers que vous pouvez agir, sur lesquels vous pouvez agir pour changer aussi les choses. Voilà. Et moi j'avais une question à te poser, Elio, parce qu'on parle un peu de prospective. C'est quoi ton entreprise de demain? Alors déjà, je vais répondre sur la question précédente, qui était que vous pouvez vous syndiquer aussi. Les syndicats défendent les intérêts des salariés, donc ça peut aider aux questions sociales dans l'entreprise. Et aussi, souvent, ils ont des actions pour le respect des normes environnementales, des conditions de travail, sur les émissions des usines, par exemple, le respect des normes, etc. Donc voilà, vous pouvez vous syndiquer. Et mon entreprise idéale, moi du coup j'ai une petite expérience
entreprise privée un peu classique via une petite école privée post-bac, mais surtout j'ai une expérience en matière de coopérative. J'ai intégré la coopérative, un supermarché coopératif qui s'appelle la Cagette à Montpellier, quand j'étais à Montpellier. Donc c'est un supermarché, il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de patron, il y a quelques salariés qui font tourner la boutique et surtout il y a tous les coopérateuristes qui font leurs courses et aussi font tourner le magasin à raison de 3 heures toutes les 4 semaines pour tenir la caisse, mettre en rayon, étiqueter, passer les commandes. Enfin, il y a vraiment toute la vie du supermarché quoi, qui est gérée par les membres. Et à Saint-Denis, j'ai intégré, du coup je vis à Saint-Denis dans le nord de Paris maintenant, et j'ai intégré un autre système qui est une coopérative alimentaire, mais cette fois-ci intégralement autogérée de manière bénévole, il n'y a pas de salariés. Donc même la comptabilité est tenue par des bénévoles, et pour le coup, c'est même pas de contrainte de 3 heures toutes les 4 semaines, c'est vraiment une inspiration de philosophie anarchiste, donc c'est vraiment qui veut fait. Voilà, donc il n'y a vraiment aucune... Si je veux ne rien faire, juste faire mes courses, je peux juste faire mes courses. Mais bon, de fait, comme on a envie que ça fonctionne, et ben, voilà, le pur plaisir du bénévolat et de la rencontre avec nos coopérateurs, coopératrices, on va tenir le magasin, on va mettre en rayon. Moi, je m'occupe des commandes de café zapatiste, voilà, c'est un café mexicain. Donc, voilà, je gère les stocks de café dans ma coopérative. Et je trouve que c'est vraiment un modèle incroyable parce que du coup, on va vraiment sur de l'égalité maximale, quoi. Et donc, le temps de travail, parce que de fait, c'est du travail, le temps de travail qu'on fait, on le fait avec plaisir parce qu'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de patron qui nous dit quoi faire, comment le faire, quand le faire. S'il y a des problèmes, on en discute entre nous. Mais, globalement, il y a beaucoup moins de problèmes que dans d'autres entreprises plus verticales, je pense. Et j'ai fait un peu mes recherches et il y a quand même, je crois, presque d'1 million de personnes qui travaillent en coopérative aujourd'hui. Et oui, et point important, du coup, c'est les coopératives dont je parle, c'est une personne qui est égale à une voix en termes de décision. Donc moi, j'ai distingué un peu des systèmes de sociétaires comme certaines banques, comme la Banque Populaire par exemple, où c'est une part égale une voix. Donc bon, voilà, moi j'ai une part dans ma banque, j'ai une voix. S'il y a un fonds de pension qui a 1 million de parts dans la banque, qui a 1 million de voix, c'est pas tout à fait la même logique que les coopératives auxquelles je pense. Mais voilà, donc moi je pense que dans l'entreprise idéale du futur, c'est plein de coopératives qui fonctionneraient du coup en interne de façon démocratique. Dans une entreprise classique, la démocratie est un peu développée. Et en plus, du coup, idéalement, qui seraient aussi reliées entre elles pour discuter un peu des effets de leur activité à l'échelle globale, donc notamment sur l'environnement. On peut imaginer par exemple un réseau de coopératives qui serait relié à l'échelle du bassin versant, c'est-à-dire le bassin versant, c'est le territoire où toutes les gouttes de pluie en fait arrivent au même fleuve. Donc c'est vraiment le grand cycle de l'eau qui est géré par les bassins versants, et ce qui fait que si une entreprise a un impact sur l'environnement, ça va se retrouver en aval. Et donc d'où la nécessité d'une grande coopération sur toute l'échelle de l'amont et de l'aval pour s'assurer que le milieu de vie soit respecté. Merci. Oui, moi j'avais une question parce qu'il y a 2 termes qui m'ont fait tilt. Une coopérative sous format anarchiste, les anarchistes arrivent à travailler ensemble? Ah bah, voilà. Et bien sûr. Non, mais on va être parti pour 10 heures là. Et contrairement aux idées reçues, le principe de l'anarchie, c'est qu'il y a énormément d'ordre. D'ailleurs, il y a une citation que j'aime bien, c'est que l'anarchie, c'est l'ordre sans le pouvoir. La grande question de l'anarchie, c'est comment éviter des mécanismes de domination, qui soient des hommes sur les femmes, ou des riches sur les pauvres, enfin, des vieux sur les plus jeunes, enfin bref. Donc c'est vraiment mettre en place des structures politiques qui permettent d'éviter que des mécanismes de pouvoir et de domination qui s'exercent sur les personnes. Mais du coup, ça nécessite beaucoup d'ordre et beaucoup de règles. Et voilà, du coup, d'ailleurs, dans mon roman, je propose tout un tas de règles qui permettent d'avoir un fonctionnement comme ça, qui éviterait au maximum les mécanismes de domination de s'exercer. On voit aussi, je dirais, dans des entreprises actuelles, de plus en plus de modes de fonctionnement avec du management coopératif ou collaboratif
pour justement permettre, ne serait-ce que d'avoir une personne qui va être un senior dans l'entreprise, qui, en fin de carrière, plutôt que d'attendre gentiment la retraite ou l'après-retraite, va avoir des fonctions de formateur, de tuteur auprès des nouveaux entrants d'entreprise. Donc c'est une valorisation des expériences qui va permettre en fait une transmission et d'avoir au final quelque chose où chacun va avoir sa place. Le jeune qui va potentiellement avoir, je veux dire, les dents longues, qui va avoir envie d'apprendre, et la personne qui va vouloir transmettre, qui va être un petit peu moins dans la production. On voit ce type de système se mettre de plus en place. On voit des entreprises, je pense notamment aux fabricants de meubles, la CAFPI, qui maintenant est devenue une SCOP qui est gérée par les salariés, qui a été repris par ces salariés, alors qu'ils étaient en redressement et qui sont vraiment passés, et Duralex également, qui sont passés pas loin de la liquidation judiciaire et qui ont été repris par des groupes de salariés qui maintenant sont des entreprises où il y a ce type de management collaboratif où chacun est égal et va pouvoir pousser son idée. Tout va être discuté, c'est pas la discussion, c'est pas forcément un désordre, mais au contraire d'aller trouver des solutions ensemble pour que en fait les choses soient viables. Souvent, ce qui va poser problème, c'est, je dirais, le moyen de production. Qui va avoir la propriété du moyen de production? Pour autant, le fait d'avoir un salarié qui va être capable, ne serait-ce que d'allumer le four dans de bonnes conditions, la machine toute seule ne pourra pas le faire. Donc à un moment, ces valeurs doivent être mises en commun. Il doit y avoir un équilibre. Alors je dis doit, mais il faudrait trouver un équilibre entre ces différentes ressources pour permettre que ce soit un petit peu plus équilibré pour tous dans la vie, les hommes, les femmes également. Alors pour la petite anecdote, on avait 2 slides, mais du coup on ne les a pas utilisés. Donc ce qui est bien parce que ça veut dire que c'était vivant. Donc, voilà. On arrive à la fin de la table ronde déjà. Justement, je voulais que les gens puissent poser des questions. J'ai un truc pour rebondir parce que ça les touche un peu plus. D'accord. Et après on passe les questions. Je suis désolé. J'ai vraiment envie de la faire. Vas-y, fais ta blague. Non, c'est pas une blague, en fait, c'est vraiment réaliste et ça rejoint ce qui a été dit. Vous avez connaissance dans les journaux actuels et dans les actualités du coin d'une coopérative qui n'a pas marché. Et qui n'a pas marché parce que ça s'est arrêté d'être une coopérative. C'est la SADEL. Ça a été créé en tant que coopérative, ça a super bien marché pendant 70 ans. Ça s'est arrêté d'être une coopérative, on est passé sur une société, une entreprise économique assez basique avec un pouvoir descendant, par le biais de rachats, d'actionnaires, etc. Du coup, ça se casse la gueule. Voilà. Du coup, après ce regain d'optimisme factuel et local, est-ce que vous avez des questions à poser aux différents intervenants sur la RSE? Il faut parler fort par contre. Quand je lis en fait les 17 points en fait, des objectifs, je vois accès à la santé, mais je vois pas en fait du coup un objectif d'amélioration des conditions de travail. Est-ce que je me trompe? Alors j'avais mis ça quelque part. En fait, chacun des 17 objectifs est décliné en un certain nombre de lignes d'exécution, de textes, qui répondent à ça. Mais par exemple, c'était assez marrant, la liberté d'expression, qui est quand même un enjeu fort de la démocratie, n'apparaît jamais. Voilà, donc c'est comme tous les accords internationaux, je pense. On voit notamment des outils de mesure tels que les indicateurs GRI qui vont s'appuyer en fait sur ces 17 objectifs du développement durable. Oui, et je suis d'accord avec toi sur justement, ne serait-ce que l'égalité homme-femme, c'est des choses qui sont mises en place au sein des États et on n'a pas forcément une mesure, notamment de la santé des personnes. Si l'égalité homme-femme était inversée. Pardon? Si en fait, si l'égalité homme-femme en fait était inversée dans une entreprise, à savoir s'il y aurait plus de femmes que d'hommes, est-ce que c'est quoi du coup, parce que ça c'est ce qui est assez marrant. Alors, je suis dans un monde, je suis dans l'informatique et dans le développement, donc la parité homme-femme, c'est compliqué. Voilà. Alors, moi, je suis heureux, j'ai une parité dans mon équipe, mais je suis marginal et je suis sur un métier qui est plutôt du conseil, donc moins de difficultés. Mais à chaque fois qu'on a quelqu'un qui vient, un homme qui rejoint l'équipe RH, c'est pareil. Enfin, je veux dire, alors aujourd'hui, on a plus de problèmes dans l'égalité homme-femme, dans l'égalité des salaires, etc. Mais c'est comme si on avait encore des réflexes et qui sont des deux côtés. Malheureusement, les femmes sont beaucoup plus touchées par le phénomène du sujet. Mais ces biais-là, ils sont des biais qu'on a depuis longtemps.
Ces biais sociétaux, donc dans ce reportage, alors je corrige le titre, c'est « Les femmes riches ne courent pas les rues ». Dans le deuxième volet, vous avez notamment une partie sur les formations, et notamment les formations scientifiques et en informatique. Et il s'avère qu'il y a véritablement un biais social depuis l'enfance par rapport au domaine scientifique où les femmes n'osent pas aller se lancer dans les études et quand elles y vont, eh bien, tout simplement elles subissent un frein de la part des employeurs, une certaine méfiance qui aggrave ce phénomène. Donc là, c'est des choses qui sont petit à petit également en train d'évoluer. Mais il y a encore du travail à faire sur le sujet. Et le fait que maintenant, en tant que femme, on soit plus diplômée parfois que les hommes, c'est quand même un point où voilà, on est allé gagner, je dirais, ces dernières années, nos diplômes du galon pour montrer qu'on était compétente. Et le biais social est petit à petit en train de s'enverser. Bon, il faudra peut-être 40 ans de travail. J'ai un exemple très concret, j'ai 2 filles qui sont maintenant étudiantes. Donc, voilà. Et la plus jeune, quand elle a rendu une rédaction très bien en première, on lui a dit c'est normal, c'est une femme, c'est littéraire. La remarque qui sort de nulle part, qui ne veut rien dire, etc. Et je pense qu'on flingue des carrières scientifiques avec ça. Et après, moi, je peux parler de mon domaine d'activité, le transport et la logistique. Moi, mes étudiants, c'est 100% gars, en fait, ce que j'ai en face de moi. Moi, vous voyez, j'ai une petite voix, je suis pas là, j'ai pas les muscles comme ça, machin, etc. J'ai travaillé pendant 25 ans. Et croyez-moi, c'était compliqué, effectivement, de trouver ma place, en fait, en tant que femme. Parce que, de base, il y a le cliché, tout de suite, le cliché, la blonde, la petite jeune, machin, etc. Bref. Et tout ça pour vous dire que j'ai trouvé ma place, en fait, par les compétences, en fait. Par la compétence, mes compétences dans mon cœur de métier qui ont fait que j'ai finalement été entre guillemets acceptée. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de ça, mais c'est un peu ça en fait. Mais il y a vraiment encore des métiers où c'est très très. On essaye de décloisonner, mais c'est pas facile. Moi, je lutte. Plus de ça. Petit exemple, je travaillais dans un négoce agricole. On était 2 femmes au service achat. Il y a un moment, donc c'est un réseau avec des adhérents agriculteurs ou magasins. Le moment où ces adhérents ont commencé à écouter ce que j'allais dire, je n'avais pas de problème par rapport à mes résultats, ça a été le jour où le parking était bloqué par un tracteur avec un attelage et que personne ne pouvait le manœuvrer. Bon, je suis passionnée d'équitation et si je voulais faire de la compétition, il fallait que je transporte mes chevaux. Le tracteur a bougé et j'ai écorché aucune voiture de ce jour-là. Mais ce biais, c'est quelque chose qui est une blague, mais c'est quelque chose qui malheureusement est révélateur. Oui, la femme, le cliché de la blonde est encore là. J'en ai un autre exemple. J'étais emploi jeune, alors c'est pour vous dire mon âge. Pardon. Ça c'est moche. J'ai entendu quelques rires, c'est moche. Il y avait une de mes collègues emploi jeune qui travaillait au traitement des déchets. Elle est top, elle a fait 3 ans en emploi jeune. Quand un poste s'est ouvert, elle n'a pas pu avoir le poste alors qu'elle l'avait depuis 3 ans. On a dit, bah non, mais une femme pour le traitement des déchets. Non, mais ça fait 3 ans qu'elle fait le job en fait. Voilà, mais c'était bien en emploi jeune, pas en titulaire. Sur le banc, c'est bien. Pour répondre à la question de base, si une entreprise est majoritairement féminine, la règle est la même. Il faut une différence de moins de 60-40%, quel que soit le sexe majoritaire. Si jamais il y a plus, si jamais c'est uniquement féminin, la loi est égalitaire et elle tapera de la même manière sur une entreprise. Est-ce que c'est valable pour les entreprises publiques aussi? Oui, bien sûr. Alors, je parle de mon ancien travail qui est le cabinet comptable et ils s'en sortent extrêmement bien parce que la majorité des preneurs de décision, ce sont des hommes, les comptables, les experts comptables, ce sont des hommes et tout ce qui est petite main gestionnaire, femme de ménage, ce sont des femmes et on arrive à la parité parce que compte ce type d'emploi non diplômé. Mais ça reste Je pense à l'enseignement, on a aussi un cliché comme quoi, qui dit que, je pense que c'est peut-être mon cliché, il y a beaucoup de maîtresses, d'insistent. Oui, la parité, elle est, je ne connais pas les chiffres, donc je ne vais pas vous dire qu'elle est respectée, mais dans le... Au niveau de l'éducation nationale, complètement, ça doit être bon. Mais par contre, une institutrice ou une enseignante sera mise au prorata d'un directeur. Donc globalement, sur la totalité des personnes
qui sont au ministère de l'Éducation nationale, on doit arriver à la parité. Effectivement, vous avez sur une typologie de poste une non-parité, mais globalement, ça doit arriver à la parité. Parce que ça, je vous propose d'aller demander une modification. Il y a le petit Donald qui est très à l'écoute de ces sujets actuellement. Est-ce que vous avez des questions à droite de la salle? Il y en a qui n'ont qu'une envie, c'est de partir. Ça sent la Il est 19h. Oui. Moi, j'avais une question du coup pour faire un lien avec notre BTS édition. Comment nous, en tant que futurs éditeurs et éditrices, on pourrait justement essayer d'avoir un impact sur cette écologie, en fait, sur cet environnement? Parce qu'il existe déjà des encres du papier, du renouvellement de papier plus écologique. Mais pareil, même dans nos écrits, dans les livres qu'on pourrait publier, quel type d'œuvres on devrait publier? Est-ce qu'il faut favoriser la fiction? Est-ce qu'il faut favoriser les essais? Qu'est-ce qui pourrait le plus conscientiser en fait la population de... Alors là, je vais prêcher pour notre paroisse. Alors déjà, arrêtez d'envoyer des services de presse aux gens qui n'en ont pas demandé. ça pollue énormément à tous les niveaux. Plus sérieusement, j'ai discuté avec Héloïse d'Ormesson, la fille de Jean, qui disait que les littératures d'imaginaire sont les dernières littératures d'alerte. Aujourd'hui, toutes les littératures romancées, etc., donc si on veut informer, si on veut faire peur, si on veut faire réfléchir, etc., et c'est l'équivalent, parce qu'effectivement, quand les livres comme propose Elio, je les trouvais plutôt positifs, même si le monde est parti en sucette, je les trouvais plutôt positifs, avec des poussées à la réflexion sur quel pourrait être le monde de demain. Les Aqua, les Chants des Glaces, etc., qui sont des auteurs de SF qui nous disent, en fait, si on ne bosse pas, demain on est foutu, bon voilà. Je pense aussi à Étienne Kunch, que tu n'as pas ramené, le leitmotiv du bouquin, c'est « Soyez éco-responsables, suicidez-vous ». Voilà, qui refroidit un peu. Mais on a aussi pas mal de pensées, 1984, Hunger Games, parce qu'il faut qu'on parle de génération, etc., qui sont censés vous alerter sur le monde qu'on est en train de prévoir, sur le monde qu'on est en train de vous proposer demain. Et Hunger Games, c'est pas bien, parce que j'ai vu des gens qui voulaient être comme l'héroïne d'Hunger Games, c'est pas bien, en fait, qu'il y a quelque chose qui est parti en sucette quand même. Donc il faut permettre aux gens, il y a énormément de production. On fait une table ronde la semaine prochaine avec Pierre-Marie, dans 2 semaines, sur la surproduction en littérature. Il y a de la surproduction, mais parce que aujourd'hui, n'importe qui peut publier n'importe quoi avec, on va citer Amazon, par exemple, etc. Et en fait, probablement que ces bouquins-là, ils cachent des livres qui vont permettre de vraiment avancer. Et sans snobisme, sans rien du tout. Mais je pense qu'il y a un enjeu pour les éditeurs de choisir leur combat. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout savoir sur la vie d'Hanouna? Quand j'ai publié ça, je vais me faire pourrir la tronche. Moi, je vais te répondre avec un exemple typique qui est celui-ci, ce livre-là, que j'aime beaucoup, qui est sorti en 2006, il y a quasiment 20 ans. Cet auteur-là, c'est un des plus vieux, ça doit être d'ailleurs le plus vieux auteur d'anticipation écologique. Et dans ce roman-là, il imagine comment, au Burkina Faso, il y a une sécheresse, plus d'eau potable, et un satellite américain découvre une nappe phréatique et en déclare la possession, puisque c'est un satellite privé qui découvre une nappe phréatique. Et donc, toute la question d'un pays qui n'a plus d'accès à l'eau potable publique. Tout appartient à des firmes privées. Sorti en 2006, c'est devenu une réalité en 2015. Le bouquin se passe en 2050. J'ai interviewé Jean-Marc Ligny la semaine dernière à l'Angers Geek Fest, c'est même pas la semaine dernière, c'était il y a 3 jours, et il me dit, moi j'arrête d'écrire de l'anticipation climatique, parce que la réalité va beaucoup plus vite que la fiction. Il n'y a plus rien qui permet de l'anticiper. Maintenant, je passe sur comment combattre, mais pas comment alerter. Et ça rejoint un peu ce que disait Alan en disant, la littérature de l'imaginaire, c'est celle qui se projette dans le futur, et c'est la dernière qui arrive à te dire qu'est-ce qui pourrait arriver, parce que quand on parle de maintenant, en fait, la réalité va tellement au-delà de ce qu'on parle. Les IA avec la servante écarlate. Vous connaissez les 3 éléments déclencheurs, la servante écarlate? Non? Attaque du Capitole, recul des droits des femmes, arrivée au pouvoir d'un dictateur. Combo gagnant, écrit en 1985 par Margaret Atwood. Je repars sur Midjourney, qui est donc une IA qui crée de l'intelligence artificielle, qui crée des images. Je ne sais pas si vous utilisez l'intelligence artificielle, et globalement, je m'en fiche. Ils ont pompé l'art et le style de Miyazaki avec les Ghibli. On peut sortir des images façon, vous mettez votre photo, vous le sortez façon Ghibli. Il y a eu tellement de demandes que les serveurs font.
ils ont été obligés de retirer ce mode-là parce qu'il y a eu tellement de demandes que le matériel informatique n'est plus capable de supporter la demande. Il n'y a aucune littérature qui avait envisagé cette possibilité-là. Tout le monde a envisagé le après, tout le monde a envisagé le comment est-ce qu'on allait s'en sortir sur comment est-ce qu'on va vivre après, mais ce point de bascule, il n'y a aucune littérature qui permet de le faire. Si jamais tu veux, pour répondre à ta question, avoir une littérature qui a un impact, il faut bien que tu te dises que tu dois avoir des actions qui ne sont plus motivées par l'argent. En imaginaire, pour revenir sur les biais, il y a moins de 10% d'autrices par rapport aux auteurs. Ça va de plus en plus, ça va de mieux en mieux. Et le premier biais qu'elles ont, et le premier frein qu'elles ont, c'est « il n'y en a pas ». Donc si jamais je le fais, je ne vais pas vendre. Donc il vaut mieux pas que je le fasse. Bah oui, mais si jamais tu ne le fais pas, il n'y en a pas qui le font. Donc il y a des maisons d'édition qui sortent régulièrement des autrices de science-fiction en se disant de toute façon, ça va être un four. Je vais me prendre un mur commercialement parlant. Mais ça va permettre d'avoir de la sécurité pour plus tard d'autres autrices qui vont pouvoir s'engouffrer dans la page. De la même manière que si on impose par des impôts, par des taxes, le fait d'améliorer la vie dans une entreprise, c'est pas pour aller emmerder les entreprises, c'est pour qu'on ne se pose plus la question de le faire. Que ça soit devenu tellement la norme d'avoir des handicapés, d'avoir l'égalité, la parité, c'est pas la discrimination positive, c'est juste que ça soit devenu tellement la norme ça ne change plus, qu'on ne se pose plus la question de est-ce que je dois le faire ou pas. D'ailleurs, on a un contre-exemple, les éditions Boiter, on va les citer, les femmes n'écrivent pas d'horreur. C'est mal, je grossis le trait, mais c'est un peu la vox populi. Ils ont décidé de faire un recueil de nouvelles d'horreur écrites que par des femmes, en disant exactement, ça va être un four. Ils ont fait un carton. Ouais. C'est une très bonne vente. Donc voilà. Donc en tant qu'éditrice, en tant qu'éditeur, ne pas oublier que c'est des personnes en face. Les écrivains, ils ont besoin de manger. Voilà. Donc ça veut dire respecter. Quand on voit des maisons d'édition qui se lancent dans les IA, que ce soit pour l'écriture, l'illustration ou la traduction, c'est un scandale. On a des professionnels qui sont là pour ça. C'est de respecter un certain pourcentage. Voilà, l'auteur est quand même grandement responsable du succès du bouquin, généralement. Ou alors les gens sont bizarres, mais l'un n'empêchant pas l'autre, d'ailleurs. Et c'est aussi d'avoir ces réflexes-là. Après, sur le type de littérature, etc., il y a de tout, mais on a même vu, là, il y a un prix littéraire pour des bouquins écrits par des IA. C'est un truc de fou. Donc voilà, je pense que c'est les enjeux de demain. Avoir une équité, il y a un certain nombre d'éditeurs qui se revendiquent équitables. La RSE aussi à leur niveau. Alors c'est des entreprises un peu différentes peut-être des autres, parce que les auteurs ne sont pas salariés, les autrices ne sont pas salariées. Mais voilà, c'est peut-être un moyen aussi de se dire, on se lance dans cette démarche-là, on essaie de lire le bouquin sans quand tu parlais de l'ICAM, son bouquin où elle a réinventé la langue, c'est juste une tuerie. Visite. Si vous lisez les 10 premières pages, vous dites j'en ai marre de l'inclusif. Voilà, quelqu'un qui n'aime pas l'inclusif, il va lire le titre, il va partir. Pour ceux qui font l'effort, le bouquin, c'est une tuerie. Il montre qu'on a une langue vivante et l'éditeur doit prendre ces risques-là aussi. L'éditrice aussi, évidemment. Et sortir de ce mythe de la caverne. Et sortir de ce mythe de la caverne, du syndrome de la poste. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est un truc de fou, ça. Vous pouvez vous faire confiance. Il y a plein de choses à faire. Plein de petites choses parfois. Et il y a plein de choses qui font avancer le monde. Et vous êtes cette génération qui allait l'amener. C'est surtout vous êtes la génération qui allait la vivre. Si c'est pas vous qui faites le changement, personne ne le fera à votre place. Et c'est pas de la culpabilisation, c'est que moi, à titre personnel, 2050, ça va être la fin de ma vie, globalement. Par rapport à d'autres, on doit avoir pas loin de 10-15 ans d'écart. Donc, mine de rien, vous avez quand même plus de temps, plus de choses à faire que moi. Ouais. Moi, j'ai une réponse j'ai quelques points pour te répondre. D'abord, il existe une association pour l'écologie du livre, qui regroupe tout un tas d'acteurs et d'actrices de l'édition, donc des éditeuristes, des libraires. Voilà, moi je suis auteur, j'ai rejoint l'association, et c'est une association qui travaille justement à mettre en réseau et à réfléchir sur l'avenir du livre, notamment l'avenir plus écologique du livre, et ce qui peut être fait au niveau des encres, du papier, mais aussi une écologie un peu de la relation du milieu, quoi. Et
c'est de comment faire vivre les petites librairies, faire vivre les auteurs, les autrices, les petits éditeurs, etc. Donc, voilà. Sur Internet, Association pour l'écologie du livre, il y a un site. On a un Mattermost, enfin une espèce de messagerie collective pour parler des projets. Je suis sur un projet de festival de l'écologie du livre, qu'on espère faire en 2026. Et il discute aussi du problème de la surproduction, donc un énorme problème. On publie de plus en plus de livres qui se lisent de moins en moins, enfin globalement. Et donc il y a énormément de livres qui partent au pilon, enfin c'est un gâchis sans nom. Ça parle aussi du problème de la concentration de la filière du livre, qui est en ce moment, en gros, la filière livre, que ce soit en termes des diffuseurs, des éditeurs, et même des distributeurs et même des libraires, est de plus en plus concentrée dans les mains de quelques, en gros, méga corporations, notamment la Bolloré. Et donc c'est un vrai problème en termes on appelle ça la bibliodiversité, de qu'est-ce qui est diffusé à l'échelle nationale, quels récits sont diffusés. Et le problème, c'est qu'en plus, genre Bolloré, donc, on peut connaître Bolloré, mais en fait, il a acheté tellement de choses qu'il y a des filiales de filiales de filiales et de rachats de rachats de rachats, qui fait qu'on peut faire, on va dans les points relais dans les gares, par exemple, en fait, ce sont des institutions détenues par Bolloré. Et voilà, il y a certains livres, certaines revues qui sont mises en avant dans les points relais, c'est pas complètement un donc il y a une partie de libre choix des salariés des points relais, mais bon, il y a quand même des choses qui reviennent. Et en fait, dans les distributions, Hachette est détenu par Bolloré. Hachette est un énorme éditeur, c'est un énorme distributeur. Et donc il y a aussi un peu cet enjeu de pour qui est-ce que je vais travailler. Et enfin, pour les types de récits, types de littérature, moi la dystopie, j'y crois plus. Je pense que... On y est déjà. Oui, voilà, on y est déjà. Le problème, c'est qu'en fait, Damasio, qui lui-même cite Yves Citon, qui est un chercheur, dit que la fiction pré-scénarise nos comportements. Moi, j'y crois assez. Et je pense que la dystopie, en fait, ne fait que nous enfermer dans une espèce de fatalisme, de de toute façon, voilà, c'est comme ça, l'homme est un loup pour l'homme, tout va aller mal, donc du coup, tout va mal, c'est bien ce que cet auteur est visionnaire, c'est bien ce que je disais. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment axer le travail sur les alternatives, sur l'utopie, et les sciences humaines, pour le coup, sont vraiment une aide très précieuse, enfin, pour moi en tant qu'auteur, et je pense que pour nous en tant qu'auteurs et autrices. Et dans Les Mains vides, j'ai une bibliographie à la fin où je cite en partie mes références. Et moi, je me suis beaucoup inspiré de sciences humaines. Et c'était vraiment... Il y a quand même, en ces dernières années, dans les années 2010, il y a beaucoup de sciences humaines sur l'écologie, en gros, qui sont parues et qui ont vraiment été très, très enrichissantes, je pense. Et qui ont beaucoup infusé dans certaines sphères. C'était une femme, le côté positif de l'ASF, Becky Chambers. Voilà. Novella, ne prenez pas trop de risques, il y en a 150 avec le moine. Même des petits robots. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'était ma phrase. Ouais, mais c'est pas le mot de la fin. En tout cas, je vous remercie beaucoup toutes et tous d'être venus, d'être restés tard. Voilà, on est pareil, on attend l'apéro maintenant. Merci à vous. Merci. Et merci pour les interactions et j'espère que ça vous a plu. Merci à vous. Merci à vous. Et si vous